Nous sommes le jeudi 2 octobre. Voici à la une. Bonjour, bon jeudi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone, content de vous retrouver encore ce matin. Aujourd'hui, on va parler de cette flottille en route qui se dirige vers la bande de Gaza, des bateaux qui ont été interceptés ou qui seront interceptés par Israël, qui a annoncé un peu plus tôt aujourd'hui que les passagers à bord des bateaux interceptés seraient donc expulsés vers l'Europe. On sait qu'il y a une partie de ces navires qui transportent des militants pro-palestiniens, de l'aide humanitaire également, qui tentent de poursuivre leur route, leur navigation jusqu'à la bande de Gaza. Parmi les membres de cette flottille, il y a la militante suédoise Greta Thunberg. Il y a aussi Nima Machouf, bien connue pour son implication politique, et donc qui est sur l'un de ces bateaux. Jean-Philippe Robillard va venir nous faire le portrait de la situation. Où en est-on exactement avec cette flottille? Dans les prochaines minutes, il sera avec nous. Julie Jasmine et Véronique sont avec moi autour de la table. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, Julie Jasmine, on va se parler un peu plus tard à l'émission ensemble aux actualités culturelles d'un tournage qui commence. Et Jean de Sudbury, attention, vous allez peut-être pouvoir croiser Georges Saint-Pierre, ce combattant d'arts martiaux mix, qui va donc avoir un rôle dans un film. Un rôle? Ou une série? C'est une série télé, pardonnez-moi. Oui, c'est ça. C'est une série télé, à la fois en anglais, à la fois en français, un mélange des deux. Et ce n'est pas sa première expérience. Il a déjà joué un méchant dans Capitaine America. Alors voilà, il va donner la réplique à une actrice d'ici, une créatrice d'ici, Sarah Maud Beauchesne. Donc je vous en parlais parce qu'il y a aussi d'autres faits inusités là-dedans pour les membres de la distribution. On va jaser de ça tantôt. OK, on y revient un peu plus tard. Sinon, avant de parler des détails de la météo, interdiction de faire des feux à ciel ouvert dans plusieurs régions du Québec. Exactement. Tellement c'est sec. L'Abitibi, l'Outaouais, les Laurentides, la Naudière, plusieurs secteurs de la Montérégie aussi. Et oui, en raison de la sécheresse, c'est rare qu'on voit ça en octobre. Oui. D'habitude, c'est l'été. D'habitude, c'est l'été qu'on voit ça. Mais là, si on regarde les précipitations, là, l'Abitibi, Montréal, on est à peu près à 60-70 % de pluie sous la normale. Donc, on n'a pas reçu assez d'eau. La région qui a reçu le plus d'eau, c'est l'Estrie. Puis même là, on est 40 % en dessous côté précipitation. Donc, sécheresse et temps chaud qui se poursuit. Temps chaud qui se poursuit, ça veut dire un peu de temps presque estival. On va revenir à vous avec les détails météo dans les toutes prochaines minutes parce que mon collègue Olivier Pellerin s'installe tranquillement devant moi pour parler de sport. Salut, Olivier. Bonjour. J'aimerais ça parler de baseball en premier, Olivier. Allez-y. C'est une demande spéciale. Allez-y, une demande spéciale. On va parler des Yankees qui, finalement, ont battu hier les Red Sox de Boston et vont forcer la tenue d'un troisième et ultime match. Oui, c'est cette fameuse série qu'on regarde avec beaucoup d'attention parce que, je le rappelle, ce seront les prochains adversaires des Blue Jays de Toronto. Et hier, ça a pris une 8e manche inspirée, un coup sûr d'Austin Wells qui a frappé sur la rampe, qui s'est immobilisé un peu à court du voltigeur de droite. Et puis, comme ça, Jazz Chisholm Jr. a croisé le marbre. Et c'est comme ça que ça s'est gagné. Un petit point qui a été marqué dans cette manche pour donner la victoire 4-3 aux Yankees de New York qui ont eu chaud à plusieurs reprises au cours de la rencontre où on avait parfois les buts remplis, les Red Sox qui menaçaient avec une chance de peut-être prendre les devants et toujours les lanceurs ont réussi à terminer le travail et éviter justement ces points marqués et peut-être cette défaite qui aurait mis fin à leur saison à la maison parce qu'on joue tous ces matchs. Ce 2-3, on le joue à New York contre les Red Sox. Donc, il y a beaucoup de pression. On voyait les partisans hier dans la foule se mordre les doigts, se mettre les mains devant le visage par peur peut-être de voir un coup sûr des Red Sox. Et donc, voilà, on force un match numéro 3, match ultime qui aura lieu aujourd'hui, toujours à New York. Donc, on reprend ça très rapidement pour cette série. Série ultime ou match ultime aussi dans le cas de la série entre les Padres de San Diego
Toronto et les Cubs de Chicago parce que hier, les Padres ont remporté une victoire de 3-0 pour forcer un match numéro 3. Même chose aussi, il y aura un troisième match dans cette série entre Détroit et Cleveland parce que Cleveland a remporté son match hier 6-1. La seule série qui s'est terminée hier, c'est celle impliquant les Dodgers de Los Angeles. Un certain Shohei Ohtani face aux Reds de Cincinnati, une victoire de 8-4. Encore une fois, les gros canons hier qui ont fait la différence et qui ont mené justement ces Dodgers au prochain tour des séries éliminatoires. Donc, c'est très, très excitant pour ce premier tour déjà, tour de barrage de ces équipes repêchées, mais quand même beaucoup de beau baseball et surtout du baseball stressant pour les amateurs de chaque équipe. Je regardais un peu justement à New York, Boston hier, puis effectivement, les gens debout, on voyait les partisans stressés. C'est le meilleur moment, l'enjeu est là pour vrai. On joue une saison de 162 matchs, on a le temps de s'ennuyer un peu au cours d'une longue saison, mais là, comme ça, avec des matchs qui viennent très rapidement et surtout des séries 2-3, on ne peut pas échapper de rencontres. Alors, ce soir, donc, pour cet autre match entre les Yankees et les Red Sox. Au hockey, les joueurs des Sénateurs d'Ottawa ont été mis à l'amende par le comité de discipline de la Ligue nationale en lien, j'imagine, avec ce match à Québec contre le Canadien. Et ça a été un match très rugueux, un match où on a vu plusieurs gestes disgracieux. 2 d'entre eux ont été punis par le département de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Donc, Nick Cousins, qui, lui, s'est vu mis à l'amende. En fait, il a l'amende maximale, 2 995 $ canadiens. Ça fera pas un gros trou dans son budget. C'est peut-être un peu drôle. Maximal et 2000, à peine 3000 $ pour des joueurs qui en gagnent des millions, mais quand même, pour ce coup de bâton asséné à Ivan Demidov en troisième période, d'ailleurs, ça fait suffisamment mal à Demidov pour qu'on le revoie pas. Plus de peur que de mal dans son cas, par contre, mais quand même, c'est un geste qui a été réprimandé et mis à l'amende par la Ligue nationale. Et même chose pour Aiden Hutchinson. Lui, c'est cette fameuse mise en échec par derrière. Il y est allé directement dans les numéros d'Alex Newhook dans le match qui est demeuré quelques secondes sur la patinoire. En est suivi quelques échauffourées. Lui aussi, une amende d'un peu plus de 2800 $. Donc, ça donne peut-être le ton pour ce dernier match préparatoire qui aura lieu samedi entre les deux équipes. On sait qu'il y a une rivalité qui se crée, là. Peut-être que la Ligue nationale a voulu dire, mais on va se calmer peut-être pour ce dernier match parce qu'on a une saison à jouer et ce serait bien que les joueurs puissent les jouer, ces matchs-là, sans se blesser lors de matchs préparatoires, surtout après des gestes stupides comme on a vu lors de cette rencontre, cette dernière rencontre entre les deux équipes. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Alors, les détails de cette météo encore, donc on le comprend, du soleil et du temps encore plus chaud à venir. Exactement. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans la semaine, parce que, ce matin, c'est pas chaud, 5-7 degrés autour de Montréal. On est sous zéro quand même par endroits, l'Estrie, Laurentides, la Naudière, dans l'est du Québec également. Alors aujourd'hui, beau, 16 à 18 degrés. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a connu hier. La nuit prochaine, 9 Montréal, mais encore du 2 à 4 degrés vers l'Estrie, les Laurentides, Québec, l'Outaouais. Il y a des gels au sol possibles. Vendredi, vent sud-ouest, donc un petit peu plus de degrés. On y va avec 20-23, avec un soleil toujours dominant. Beau temps aussi samedi, peut-être un petit peu plus en alternance soleil-nuage par endroit, mais dans l'ensemble, il fera beau, 23-25, et dimanche, 26-28 degrés. Alors, c'est dimanche qui sera la journée la plus chaude sur le sud du Québec parce que cette chaleur-là ne va pas toucher l'est quand même. Ça ne va pas se rendre de ce côté-là et dimanche, ce sera un petit peu plus nuageux dans l'est. Mais d'ici là, on profite quand même d'une très belle journée aujourd'hui. C'est du 13 à 16 degrés, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord. Il fera beau demain aussi. L'Abitibi, bien ensoleillé, 19 aujourd'hui, jusqu'à 22 demain. Tout le territoire ontarien aussi, sous le soleil, assez dégagé. L'extrême nord, peut-être un petit peu plus variable. On voit que la chaleur s'infiltre. 25 dans le nord de l'Ontario, sinon 19, 23 degrés, secteur de Windsor. C'est doux partout. Vancouver, ça demeure pluvieux, venteux, une quinzaine de degrés. Très beau temps dans les prairies. 18-19 Edmonton, Calgary, 23-25 Regina, Winnipeg. Alors, c'est du temps ensoleillé pour la journée d'aujourd'hui. Alors oui, beau encore pour plusieurs jours et de plus en plus chaud. La journée la plus chaude sera celle de dimanche. Puis par la suite, quand est-ce que ça va redescendre? Semaine prochaine, on a une perturbation qui devrait arriver mardi soir avec un petit peu de pluie là-dedans. On aura le temps de s'en reparler certainement. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. À
À la une des quotidiens de ce matin, en commençant par La Presse Plus, le quotidien électronique qui titre « Danger public, un membre du crime organisé assassiné en plein jour ». Daniel Redeau et Maïssa Ferrat qui reviennent sur ce membre du crime organisé qui a été criblé de balles dans un café bondé de Laval en plein jour hier. On raconte essentiellement de quelle façon ça s'est passé. Des tireurs qui ont fait éruption dans un café Starbucks, tiré plusieurs projectiles vers un acteur important du crime organisé qui était attablé alors qu'il y avait effectivement des clients, des employés autour. Une scène traumatisante selon des gens interrogés par la presse qui a obtenu cette vidéo et on l'a vu à la télé, si vous avez regardé les nouvelles à la télé hier où ces gens entrent avec capuchon et tout et ouvrent le feu sur l'homme en question. Plusieurs sources ont confirmé à la presse que l'homme qui a perdu la vie lors de cette attaque est Charalambos Théologou, 40 ans, qui est reconnu pour être le chef d'un groupe du crime organisé très influent à Laval, donc surnommé les Grecs de Chomédé. Semble que c'est un homme qui craignait déjà pour sa sécurité, qui se déplaçait dans un VUS blindé depuis quelques jours, conduit par un garde du corps. Donc, vous pourrez lire les détails de cette histoire et ça fait la une de plusieurs quotidiens ce matin. Cette histoire, donc, d'un criminel, d'un membre du crime organisé abattu en plein jour à Laval. En une du journal Le Devoir, Roberge clarifie les propos de Legault. C'est au sujet de la laïcité. En entrevue, le ministre précise quels sont les assauts contre nos valeurs communes qui ont été évoquées par son patron. Les islamistes radicaux ne sont pas derrière tous les assauts contre les valeurs communes des Québécois, indique le ministre Jean-François Roberge. Et donc, il s'explique davantage sur ce qu'a voulu dire le premier ministre et ce que vise le renforcement de la loi sur la laïcité pour le gouvernement. Jane Goodall, pionnière dans l'étude des primates, l'éthologue, première scientifique à avoir observé les chimpanzés, est décédée à l'âge de 91 ans. Voilà, on fait le portrait de cette dame-là. D'ailleurs, ma collègue Anne-Marie Dussault a réalisé la dernière entrevue canadienne de Mme Goodall. Donc, vous pourrez voir ça. C'est sur notre site Internet si vous voulez revoir ça. Mais il y a un article avec une photo en une du Devoir de ce matin. Il y en a question également dans plusieurs quotidiens. Dans le Journal de Montréal de ce matin, on parle de propriétaires de voitures électriques qui ont des problèmes avec leur véhicule. Leur auto électrique leur fait vivre un vrai cauchemar, peut-on lire. Panne à répétition, batterie capricieuse, bris multiples, délais de réparation interminables. Des automobilistes qui ont acheté un véhicule électrique au cours des dernières années commencent à déchanter et on fait le portrait de différents propriétaires de véhicules électriques de marque Audi ou VinFast qui ont eu des problèmes à répétition avec leur véhicule. C'est à lire dans le Journal de Montréal qui revient aussi sur cette tuerie, cette fusillade en plein jour à Laval dans un café Starbucks. En une du Globe and Mail, et c'est beaucoup ce qui retient l'attention des quotidiens un peu partout au pays, des quotidiens anglophones, c'est l'Alberta qui va rédiger une proposition pour un nouvel oléoduc vers la Colombie-Britannique. La province qui prévoit soumettre une demande d'examen accélérée au fédéral d'ici mai avec la participation de l'industrie. C'est une démarche qui s'inscrit dans les efforts de la province pour promouvoir les intérêts de l'industrie pétrolière et gazière. On a vu cette conférence de presse de la première ministre Danielle Smith hier, donc ça retient l'attention du Globe and Mail ce matin. C'est en une de ce quotidien. Sinon, sur radiocanada.ca, on est en pleine campagne électorale municipale au Québec et on se pose la question, y a-t-il trop de municipalités au Québec? Article de mon collègue Charles Séguin qui nous rappelle qu'au Québec, il y a environ 700 municipalités qui comptent moins de 2000 habitants. Autant de villes et villages qui composent avec un petit budget, on le comprend, avec peu de ressources. Devrait-on donc ouvrir un autre chapitre à la saga des fusions municipales? Et dans l'article, on parle à certains experts qui disent qu'effectivement, il y a beaucoup de municipalités et donc qui n'ont plus nécessairement les moyens de fonctionner. C'est l'avis de Yann Fournier, qui est chercheur en gouvernance territoriale et municipale à l'Université du Québec à Rimouski. Daniel Pillette, professeur associé de gestion municipale à l'Université du Québec à Montréal, rappelle qu'il y a plus de 8000 élus municipaux au Québec. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est facile de mettre en évidence des dysfonctions politiques et des problèmes de communication avec les citoyens. Elle dit que ça nuit aussi à la professionnalisation du rôle d'élu municipal. Et on donne l'exemple. Si au Québec, il y aura des élections dans 1091 municipalités en novembre prochain, dans un mois, l'Ontario
plus grande province, plus populeuse, ne compte que 444 municipalités. À lire donc sur radiocanada.ca ce matin. Jean-Philippe Robillard, maintenant, se joint à nous. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, Mathieu. Parlons de l'armée israélienne qui a intercepté plusieurs navires de cette flottille qui s'approche de la bande de Gaza. À bord de cette flottille, l'activiste suédoise Greta Thunberg qui a notamment été arrêtée par les forces israéliennes. Donc, le gouvernement Netanyahou qui vient d'annoncer que tous ces gens-là qui ont été arrêtés vont être expulsés en Europe. Oui, c'est ce qu'a fait savoir le ministre israélien des Affaires étrangères qui a dit qu'il allait expulser vers l'Europe tous les militants, Mathieu, qui ont été arrêtés, qui se trouvaient dans le fond à bord des navires qui ont été arraisonnés, qui ont été interceptés. Il y a 28 bateaux qui ont été interceptés. Ils transportaient des centaines de personnes, en plus de Greta Thunberg, là, qui a été arrêtée par la marine israélienne. Il y avait également le petit-fils de Nelson Mandela et l'ancienne mairesse de Barcelone à bord de ces navires. Donc, et une fois en Israël, là, eh bien, ils seront expulsés, comme on le disait, vers l'Europe. Les militants de la flottille, on peut le comprendre, dénoncent ce qu'ils ont qualifié d'attaque illégale dans les eaux internationales. Les militants qui se sont également dit déterminés à poursuivre leur route, parce que le reste de la flottille, Mathieu, il reste environ 16 bateaux, parce qu'il y en avait une quarantaine. Ces bateaux-là, ils ont toujours l'intention, les militants, de poursuivre leur route vers la bande de Gaza pour tenter de briser selon eux, donc le blocus de Gaza, et pour fournir de l'aide humanitaire aux résidents là, du territoire palestinien qui sont durement touchés, on le sait, par la guerre qui fait ravage là-bas. Cette décision d'Israël, donc, d'expulser vers l'Europe ces gens-là, a été dénoncée par plusieurs pays. Oui, il y a la Turquie qui a accusé le gouvernement israélien de commettre, et on le cite, là, le ministère des Affaires étrangères turc, il a parlé d'un acte terroriste, alors que le président de la Colombie lui a annoncé l'expulsion carrément de la délégation diplomatique israélienne de son pays. Et de son côté, le gouvernement français a demandé à l'État hébreu d'assurer vraiment la sécurité des participants jusqu'à ce qu'ils soient renvoyés, expulsés dans leur pays en Europe. On va suivre ça effectivement au cours des prochaines heures. Il risque d'y avoir des développements. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Julie Jasmine est de retour en studio avec nous, donc pour les actualités culturelles. Revenons à cette série télé, un tournage qui a commencé à Sudbury, en Ontario. Georges Saint-Pierre, donc ex-champion du monde d'arts martiaux mixtes, fait partie de la distribution, donc il est dans ce coin-là. Oui. Vous allez peut-être le croiser au café du coin, au supermarché, ou vous allez peut-être voir le plateau de tournage quelque part dans le coin. Mais bref, c'est une série télé qui tourne en ce moment. Oui, exactement. Et il a pris sa retraite, on le disait, et est devenu entraîneur, mais à temps partiel, il est aussi acteur. Alors, et il va donner la réplique à Sarah Maud Beauchesne, que vous avez vue probablement dans Belle-Fleur ou encore Fourchette. La nouvelle série va s'appeler I Killed the Bear. Okay. Oui, j'ai tué un ours. Exactement, parce que c'est ce que ça va raconter. Une famille de dompteurs d'ours pour le cinéma qui décide de cesser ses activités, mais qui va réaliser son tout dernier film. Alors, on va suivre ça de très, très près. Pas de précision sur le rôle de GSP non plus, ou encore Sarah Maud Beauchesne, mais c'est le comédien Jared Keeso que vous avez peut-être vu dans la série 19-2, mais la version anglaise. Ça a déjà été diffusé il y a de ça quelques années. C'est lui qui signe le scénario et aussi tient le premier rôle dans cette série-là. Et d'ailleurs, on parlait de Sudbury. J'ai envie de vous dire, est-ce que c'est la nouvelle capitale du cinéma
ou de la télé au pays. Parce que, oui, parce que c'est, en ce moment, c'est très, très florissant. Il y a beaucoup de productions, notamment des comédies canadiennes qui sont tournées là. Je pense aussi à Amour Apocalypse de Anémon, ce film avec Patrick Yvon qui est sorti récemment, qui avait été tourné en partie à Sudbury. Et autre curiosité, il y aura dans cette série télé le chanteur Chad Kroeger de Nickelback et aussi le hockeyeur Frédéric Roy, le fils de Patrick Roy. Okay. Alors voilà, c'est une mini-série en 6 épisodes et ce sera présenté en 2026 sur la plateforme Crave. Alors, OK, donc ça vient assez vite, 2026, oui. C'est l'année prochaine. Donc on tourne maintenant puis on diffuse rapidement. C'est assez expéditif. Parfait pour cette série qu'on surveillera à sa sortie. Maintenant, le fameux documentaire, j'allais dire, Céline Dion raconte 2. Vous savez, ça a été diffusé en France. On devait être en mesure de le voir ici en raison de droits d'auteur. On n'a pas été capable de le voir. Et là, finalement... on va pouvoir voir ce documentaire-là. C'est ce qu'on apprend ce matin dans la presse et ça va être sur l'Extra de Tout TV. Ah bon? Alors, ça, à partir du 8 octobre prochain. Donc, vous allez devoir déplacer vos billes si vous étiez abonné à M6 International, ce que moi, j'avais fait. Et ensuite, le documentaire sera diffusé sur RTV le 1er novembre et ici, Télé, on parle du 14 décembre. Alors, voilà. Et je vous rappelle que c'est un entretien exclusif de Céline Dion sur, évidemment, l'album qui a tout changé, l'album 2. Évidemment, on va suivre ça. J'ai bien hâte de le voir parce qu'il y avait toutes sortes de perles qui étaient sorties sur les réseaux. Mais là, le voir dans son entièreté, enfin. Tant mieux. 24 heures de sa sortie, l'album de Taylor Swift qui bat déjà des records. Oui, exactement. Alors, êtes-vous surpris? Pas tant. La réponse est non. On parle ici du plus grand nombre de précommandes de toute l'histoire de Spotify. OK? Alors, et Taylor Swift bat Taylor Swift. La dernière fois que ça s'était produit en termes de précommande, c'était pour son plus récent album, donc celui qui est sorti il y a un an et demi, qui s'appelait The Torture Poet Department. Alors, et ce nouveau disque s'appelle The Life of the Showgirl. Ce sera son 12e. Il va sortir à minuit ce soir. Il s'annonce beaucoup plus pop, moins torturé, justement, que le précédent. Pour l'instant, on n'a rien entendu. J'aurais aimé ça vous faire écouter un petit quelque chose ce matin. Il n'y a rien qui est sorti. C'est quand même assez exceptionnel dans le monde dans lequel on vit qu'il n'y ait pas quelque chose qui n'ait pas fuité quelque part. Mais elle fait ça, Taylor Swift, comme son dernier était sorti, au cœur de la nuit. Elle arrive tout le temps avec des espèces d'événements, des stunts publicitaires, finalement. Et parlant de stunts, bien évidemment, Tété a la bosse des affaires parce que son album va être lancé aussi simultanément dans les salles de cinéma. Cette fin de semaine, de vendredi à dimanche, vous pouvez présenter dans une salle de cinéma. Et il y aura un making-of de l'album, il y aura aussi un clip et une version karaoké de l'album. Alors, ce sera en anglais, bien sûr, mais c'est clairement quelque chose qui est très, très, très attendu. Et parlant de sortie d'album, mais ici au Québec, c'est Jeff Posey qui sort son premier album solo. Jeff Posey, c'est le maître des mots, bien sûr, des Cowboys fringants. Alors, l'album s'appelle Les Amours de seconde main. Ballon sonde est numéro 1 des radios depuis 12 semaines. Ça, c'est une magnifique chanson où il parle justement qu'il envoie cet instrument météo pour envoyer des nouvelles à son ami Carl Tremblay de comment ça se passe dans le monde actuel dans lequel on vit, qui n'est pas une magnifique période, évidemment. Alors voilà, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que comme je suis une chroniqueuse qui respecte les embargos, je vais garder ça pour la semaine prochaine. Cela dit, vous allez trouver dans cet album-là qui sort aussi à minuit un côté quand même assez humoristique. Alors oui, il y a l'ombre de Carl Tremblay, surtout sur une pièce, peut-être deux, mais en général, on est dans les chansons vérité à la fois comiques. Alors voilà. On va écouter un petit extrait. Tu es parti, mon ami. Tout est plus triste depuis que tu es parti, mon ami. Oh! Donc, album de JF Jean-François Posey qui sort demain. Oui, exact. Merci Julie Jasmine. Ça fait plaisir. Voilà pour cette édition d'À la Une. Merci à vous d'être à l'écoute. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée.